Félicitations, vous êtes sur Mars, ce qui redonna de l'espoir et beaucoup de joie aux astronautes. Un système de pressurisation d'air automatique s'enclencha. Une réserve d'air est mise en action, lança Mortimer à voix basse. Reposons-nous pendant un quart d'heure, dit McQueen. Les astronautes regardèrent par le hublot central. Un paysage de poussière rougeâtre et jaunâtre enveloppait les lieux. Une tempête de vent sans pluie. On se croirait dans un désert, impossible de discerner le sol, dit Mortimer. C'est notre présence qui a dû provoquer de tels éléments, reprit Grimson. Puis tout se calma. Nos amis discernèrent le sol rougeâtre plein de sable. L'indicateur de carte nous montre la région. Nous sommes non loin de l'équateur martien. Regardez, il semble que nous sommes sous la mer à présent, tant le sable est aplati, dit Mortimer. Le ciel est couvert de nuages en altitude, des nuages et brumes rougeâtres. La lumière solaire est faible, dit McQueen. Mettons les scaphandres, dit Mortimer. Nos 3 astronautes revêtirent leur équipement et casques frappés du cycle de la NASA. Ils branchèrent les systèmes respiratoires. 2 heures d'autonomie, les gars, rappela Mortimer. Avec un système révolutionnaire de recyclage et d'éjection des gaz, disons 5 heures, continua McQueen. Je dois rester dans la navette, surveillance des systèmes oblige, reprit Grimson. Les 2 gaillards entrèrent dans un sas de compression isolé de la cabine. Ils ouvrirent la porte d'accès au sol après la commande de l'ordinateur général de bord. Mortimer et McQueen posèrent leurs pieds en même temps. Ils marchèrent normalement, alourdis cependant par leurs équipements. Que de cailloux maintenant, et cette couleur ocre rouge. On se croirait dans un désert de pierre et de sable, lança-t-il. De la super navette spatiale dans ce décor féerique et incroyablement beau. Nous en avons pour 2 heures d'air respirable avant de rejoindre Grimson pour ce premier contact. Au loin se dégageaient des reliefs. McQueen prit plusieurs clichés photographiques dans toutes les directions. « Regarde ce qui arrive » lança Mortimer en désignant le ciel. Un gigantesque parachute déployé posa devant eux un matériel dans un ballon fait de matière amortissant les chocs qui s'entr'ouvrit tel celui de la mission Pathfinder. Une coquille laissa apparaître une pièce cylindrique extrêmement volumineuse. Le ciel se couvrit de parachutes au-dessus d'eux qui tombaient à un rythme précis. Ce sont des pièces de la base pour nous abriter. Les Martiens ont détecté notre présence et nous envoient notre refuge. La petite base était à présent éparpillée, tel un ensemble de constructions à monter. Grimson les rejoint un peu après. « Salut les gars, il faut rassembler tout ceci, dit-il. Le relief est plat, les pièces sont éloignées sur 2 kilomètres. Où trouver l'air pour rassembler tout cet amalgame ?» demanda McQueen. Une voix creva leur tympan. « Regardez vos poignets. Un radar vous indique les différentes phases à suivre. Chaque pièce est sur des roues. Ce sont des chariots à diriger. Bonne chance, suivez le plan. Regardez vos poignets. Ces véhicules fonctionnent à l'énergie nucléaire. De petits moteurs les propulsent, dit Mortimer. Le centre du cercle contenant tous les chariots est la position de la supernavette. Allons-y, reprit celui-ci. Nos amis se ravitaillèrent une seule fois en air comprimé. Et après avoir rassemblé les pièces les plus rapprochées, Mortimer, Grimson et McQueen s'endormirent dans le Mars Riker. La nuit se passa sans incident. Épuisés, les 3 astronautes ne prêtèrent aucune attention aux robots qui assemblèrent la base pendant la nuit. Très loin de là, le président Blount Saxon et le général Neil Sabot assistaient émerveillés à la scène qui se passait devant les écrans. Le Martien expliqua. « Notre civilisation est dans le sous-sol de Mars. Vivre à la surface ne nous convient pas, dit-il, en dévoilant des images filmées de sa patrie. Sur Terre, le président Saxon suivait les missions secrètes en direct de la planète rouge. « Monsieur le Président, nous allons retenir vos 3 astronautes quelques jours afin qu'ils soient informés de nos intentions. Leur matériel permet d'établir un reportage de notre civilisation non humaine. » Mortimer, McQueen et Grimson se baladaient maintenant dans un wagon sur rail où ils s'étaient réveillés inexplicablement. Étonnés, les 3 astronautes américains
voyait défiler des paysages souterrains par des hublots. Nous sommes dans des sortes de catacombes. Il n'y a pas de ciel, lança Mortimer inquiet. Nos trois amis débouchèrent dans une immense salle illuminée aux inscriptions en quartz. Le wagon s'arrêta. On dirait un quai de gare, lança McQueens. Leur surprise fut la plus grande lorsqu'une phrase s'inscrivit devant eux. « Vous pouvez descendre, l'atmosphère ici est respirable. » La portière du wagon s'ouvrit en un caractéristique bruit de dépressurisation. Grimson se pinça les bras pour savoir s'il rêvait. McQueens posa le pied sur le sol et marcha, l'air alourdi, suivi de Mortimer et de Grimson. Nos amis ne portaient pas de scaphandre. Dans les sous-sols de Mars, ils n'en avaient pas besoin. Très loin de là, quelque part aux États-Unis, le docteur Frankenstein, caché dans une luxueuse villa dans l'État de Floride, s'assurait de la sécurité de son antre. « Caméra !» cria celui-ci en claquant des doigts. « Activez !» répondit une voix d'ordinateur. « Vous êtes isolé, Herr Doctor !» répondit la voix. Le petit bonhomme arriva devant un ascenseur, il plaça une carte spéciale et une voix répondit « Correct !» Toujours habillé d'une façon vieux jeu à la mode du 19e siècle, il entra dans la cabine et se retrouva 2 étages au-dessous. « Deuxième sous-sol, Herr Doctor, vous êtes entièrement isolé. Le CIA est totalement neutralisé. Aucune recherche en ce qui vous concerne, dit la voix au timbre métallique et guttural, zézayant légèrement. Le docteur Frankenstein entra dans le sous-sol peu éclairé. C'est une salle vaste et sombre. Une machine inconnue maintenait un halo bleuâtre sur un immense corps sans vie. Le corps étendu devint peu à peu perceptible à la lumière diffuse tout autour du plafond de la salle. Le docteur Frankenstein frappa dans ses mains un petit bonhomme bossu, à la chevelure abondante et boitant sorti de nulle part, s'adressa au docteur. « Voulez-vous mes services, Herr Doctor » demanda l'étrange personnage. Le docteur Frankenstein retira sa redingote, il fit une moue et dit « Oui, prépare-moi une injection à base de ceci », tendant un flacon à l'étrange infirmier. « Tu sais que l'androïde a besoin de cette substance pour se réveiller. Encore faut-il attendre une nuit de pluie et de tonnerre, expliqua le docteur Frankenstein. Pendant ce temps, Don Amédéone, Don Matteone et l'autre parrain appelé Rizione étaient attablés dans une somptueuse villa à Naples en Italie. Don Matteone et Don Amédéone mangeaient des spaghettis aux fruits de mer et à la sauce tomate relevée. 2 grands crus de Chianti rendaient leur visage vermeil de bonheur. Cela fait la 3e bouteille de vin, j'ai l'impression que je n'ai bu que 2 ou 3 verres, dit Don Matteone. Mon fils est un bon gars. S'il réussit au baccalauréat, je lui offre sa première mitraillette. Et moi, une valise de balles gratuite. Hic, fit Matteone. On a tapé combien aujourd'hui demanda Don Amédéone. Des femmes ou des banques? Hic, faut être précis, Don Amédéone, lâcha Don Matteone. Dans le contexte général, je ne fais plus la différence, ce n'est plus que le plus vieux des parrains. Une belle nana, c'est comme une banque, ça fait toujours plaisir d'y entrer, diront Rizione et dit Caméléo en s'asseyant à table. Une fanfare de klaxons enveloppa l'atmosphère. Une femme, habillée modestement, entra en criant « Luigi, Luigi, Don Amédéone, il a réussi, Don Amédéone !» saisit un verre de vin qu'il avala cul sec, les yeux larmoyants de joie et de bonheur. 50 limousines noires stationnèrent devant les 2 villas fleuries. L'année dernière, c'était toi, Don Matteone, qui fut très heureux pour le festin de ton fils. Sa femme a eu un enfant, alors cette année, c'est moi qui aura la fiesta pour mon fils qui se marie, dit Don Amédéone en serrant son fils Luigi dans ses bras très fort. Don Amédéone, marchant le long de l'avenue, dit « Pas de mitraillette, il n'est pas fait pour ce genre de vie. Luigi est trop sentimental. Ce qui me plaît, c'est qu'il a réussi à obtenir son collier de diamants pour celle qu'il aime. Et ça, c'est très important. C'est un bon petit, il fait des fautes, mais il mérite aussi de vivre heureux avec celle qu'il aime. » Don Amédéone frappa le sol de son talon et les limousines formèrent un cercle. Il claqua des doigts et elles furent décorées de fleurs blanches. Peu après, le cortège de limousines enveloppèrent les rues de musique folklorique sicilienne. Tout le monde était content. Sous les yeux émerveillés des enfants, Don Amédéone se mit à danser de joie et de bonheur, seul entouré des siens. Loin, très loin de là, l'androïde revenait à la vie. Il s'était mis à pleuvoir et l'éclair tombait sur le paratonnerre de la villa du docteur Frankenstein de plus en plus fort.
J'ai testé les alliages des chaînes qui retiennent l'androïde, Herr Docteur. C'est un alliage en titane et acier trempé. Un camion de 10 tonnes ne le ferait pas bouger, dit l'infirmier et homme de main du docteur. Le corps de géant du monstre de Frankenstein bougea un instant, et après un vif tressaillement, il ouvrit les yeux. Le docteur recula et se dirigea vers une machine bariolée de voyants lumineux. Il ôta son chapeau, et sans quitter des yeux la créature, il appuya sur un bouton qui émit un bruit d'orgue d'église. Un rayon électrique vint frapper le géant. Il exhala un râle et se leva en position assise, les yeux rougeâtres. « Me voici, maître, dit-il d'une voix caverneuse. « Tu es la plus belle œuvre de ma vie, Frankenstein, dit le docteur en tremblant. Il frappa dans ses mains et ordonna à l'infirmier difforme et bossu de lui apporter un grand manteau et un chapeau dont il revêtit le corps du trépassé ramené à la vie. « Et les bottes » cria le docteur. « Les voici » dit l'infirmier difforme en les posant sur le sol et en s'enfuyant. C'étaient des bottes énormes aux semelles d'acier. Elles sont quasi indestructibles, titane renforcé, alliage pour bulldozer. L'androïde peut marcher comme il veut. Elles ne céderont pas sous sa force, affirma l'infirmier bossu. Maître, nous devons lui changer les écrous dans son cou. Ils sont variés, dit l'infirmier, en se mettant à balayer les lieux. Revêtant sa redingote, le docteur Helmut von Rosenstein demanda à l'androïde de le suivre. Le géant se leva. Il faisait bien 2,50 m de hauteur. Sa cage thoracique était supérieure à celle d'un gorille. Dans ces lieux sombres, des éclairs jaillissaient, des écrous incrustés dans son cou qu'il porte quand il parlait. « Nous allons faire un test. Apporte-moi un bloc de rail en acier trempé. » Frankenstein est de retour. Somma le docteur à son homme de main et assistant. « Pose-le donc ici. » Et il désigna un lieu sur le sol. « À présent, créature, fends le bloc de ta main. »« Bien, maître, dit l'androïde d'une voix caverneuse et gutturale, approchant à pas cadencé. La créature appelée monstre de Frankenstein donna un coup de poing violent sur le rail d'acier. Sa force était grande sous cette puissance pourtant réelle. Le bloc d'acier se scinda en deux parties, comme du vieux bois pourri, sous les yeux ravis des deux témoins. Frankenstein est de nouveau parmi nous, retapé avec de la quincaillerie du 3e millénaire. Je suis fou de joie. Le docteur Helmut von Rosenstein exultait. Fou de bonheur, il valsa avec son infirmier sur une musique viennoise, débouchant un cognac très vieux. Frankenstein, obéis à ton créateur, tords cette barre d'alliage de construction hyper résistante. Affirmatif, maître, dit l'androïde, saisissant l'objet de ses mains corpulentes. La morbide créature déforma le métal comme un vulgaire caoutchouc d'enfant. Le docteur Frankenstein, satisfait, ria de bon cœur. « De la pâte de réglisse tordue !» s'exclama-t-il. « Je suis fou de joie !» sursauta le docteur en bougeant ses épaules de bas en haut comme le font certains corbeaux. Non loin de là, un être chétif et particulier assistait à la scène suspendue à une branche d'arbre, la tête en bas. Un vampire écoutait sans bouger par la fenêtre pourtant fermée. Une chauve-souris épiait ce qui se passait dans la demeure du docteur Frankenstein. « Il m'obéit au doigt et à l'œil, dit Helmut. Il s'agit pour moi que son existence ne soit jamais divulguée. N'est-ce pas, infirmier ?» reprit Helmut en ajustant un chapeau de forme, l'air jovial. « Absolument, dit le bossu difforme, les cheveux ébouriffés. Et si l'on faisait un tour dehors pour s'amuser, lança le nabot en applaudissant. Dans la nuit, bien habillé, personne ne se doute de rien. Au fait, tu as peut-être raison, mais alors prudence, répondit le docteur, puis il appela. Frankenstein, viens, suis-moi. L'androïde se mit à marcher comme un automate, ses pas traînaient sous son poids important, se mouvant telle la corpulence d'un gorille, mais son torse et sa carrure du dos, bien droite, la tête rejetée en arrière, le regard fixe. La section des monstres sacrés. La créature laissa choir. Bien, je suis tout ce que vous voulez, en une voix cassée, caverneuse et donnant des frissons. Les trois personnages montèrent à bord de la Chevrolet noire. Le monstre sacré s'assit sur la banquette arrière, d'où l'on avait retiré le siège pour qu'il y eût plus de place. Le docteur démarra.
Le coffre arrière était vide, mais on aurait dit qu'il fut plein ras bord sous le poids de l'androïde. Ils prirent une route dans la nuit et déjà se levait un brouillard des deux côtés du chemin. La créature de Frankenstein baissait sa tête, le regard dirigé vers le bas. Dans un air musical de Strauss, la Chevrolet continuait sa route vers un lieu inconnu, suivi discrètement par un essaim de chauves-souris. Le docteur Frankenstein régla la FM de sa radio et reçut les nouvelles des astronautes américains lancés vers la planète Mars. Nous sommes à présent sans nouvelles de la navette spatiale, le Mars Wrecker lancé vers la planète rouge, ainsi que les 3 astronautes à son bord, Jumpy, McQueen et Grimson. Ceci inquiète l'Amérique, leur silence laisse planer l'ombre d'un échec. Le président des États-Unis s'adressera ce soir à la nation. L'assistant, le nabot aux cheveux hirsutes, tendit une bouteille de schnapps au docteur Helmut von Rosenstein. « Herr Docteur, ceci vous fera le plus grand bien. Il fait un froid de Transylvanie dehors. » La petite Chevrolet noire glissa, mais le docteur Frankenstein contrôla son dérapage sur une route mouillée par la brume. Cependant, sa silhouette à l'allure du 19e siècle fit douter une voiture de police stationnée dans l'obscurité. Le shérif jeta son chapeau texan à l'arrière et, saisissant le micro de sa radio, il dit « Ici le shérif du comté de Farmer Bay City. Il y a un type qui zigzague dangereusement sur l'autoroute. Je vais vérifier ses papiers, les gars. Allô, centrale, me recevez-vous » Affirmatif, allez-y, shérif. Déjà la Mercury Sport, les gyrophares allumés, s'engagea à tombeau ouvert à la poursuite de la Chevrolet noire, sirène en action audible à des kilomètres à la ronde. Le shérif tenait le volant de ses 2 mains. Il écrasa l'accélérateur. Un énorme panache de poussière le suivait. Le docteur Frankenstein jeta un regard dans son rétroviseur. La voiture de police gagnait du terrain. La police, il ne manquait plus que cela. Ils ne doivent en aucun cas connaître l'existence de l'androïde, se dit le docteur Frankenstein. Helmut mit le pied au plancher. La route était visiblement dégagée. « Oh, Herr Docteur, comment faire pour les semer ?» demanda l'infirmier difforme. La Chevrolet avait un puissant moteur, mais le poids de Frankenstein l'empêchait de rouler à fond. « 100 miles par heure, nous sommes trop lourds. Je rebrousse le chemin chez moi, dit le docteur. Maintenant, 2 voitures de police sirènes hurlantes suivaient la Chevrolet. Le docteur fit un virage très serré, empruntant une piste dans une forêt. Les passagers furent bousculés mais indemnes. L'auto continuait sa course folle sur une piste non goudronnée. Le docteur écrasa de toutes ses forces le champignon, et voyant dans son rétroviseur la police s'engager à sa poursuite, il ordonna au monstre de sauter. « Saute vite et cache-toi dans la forêt, Frankenstein !» La voiture roulait à près de 100 miles par heure. « Bien, maître, dit l'androïde. » La créature ouvrit la portière et s'éjecta sur un talus verdoyant. Elle fit plusieurs roulades et se releva rapidement, marchant hâtivement vers la lisière et quelques bosquets pour se cacher. Le shérif s'arrêta. Il contacta la centrale de police. « Hi, ici voiture 18, chef de police de Farmer Bay City. Je suis dans la zone Z12. Me recevez-vous » La seconde voiture le rejoint, s'arrêtant à côté de lui et coupant la sirène mais laissant actifs ses gyrophares. Le shérif continua en ces termes. « C'est une Chevrolet noire, une berline Sport, modèle 90. Ils sont dans ce secteur. Refus d'obtempérer. Il m'a semblé voir quelqu'un sauter, mais il n'y a visiblement personne. À l'allure dont il roulait, il aurait été KO. Terminé. Ici la centrale. Bien reçu, shérif, dit la radio. Le second policier s'adressa au shérif. « Je crois connaître le fuyard, shérif, c'est peut-être le professeur Rosenstein. Allons voir chez lui. On a probablement volé sa voiture. Je le connais bien, shérif, c'est un homme intègre, très sérieux, dit le policier. » « Bien, allons vérifier, dit le shérif en démarrant en demi-tour. Non loin de là, l'androïde caché dans la végétation regardait les 2 policiers, la bouche entrouverte et les yeux sans vie. Arrivé chez lui, le docteur Frankenstein demanda à son aide infirmier, son homme de main, de garer sa voiture dans le garage. Il prit une douche tiède et s'installa au jardin de sa vaste propriété. Le shérif sonna à la porte, le jour se levait. « Bonjour, docteur, puis-je vous voir un instant ?»« Mais entrez donc, shérif, dit von Rosenstein amicalement. Le shérif poussa la porte accompagné de plusieurs policiers méfiants. « Vous êtes chez vous depuis longtemps ?» demanda le shérif. « Non, je suis sorti il y a une bonne demi-heure. »« En voiture ?» reprit le sergent de police. « Non, c'est mon petit-neveu, shérif. Il a pris la voiture sans ma permission. Il a fait des dégâts. Dites-moi donc, shérif, questionna le docteur et il cria. « Christopher, tu ne veux plus faire tes devoirs, tu ne veux plus dormir. Et tu as de sales notes au collège et tu te permets de prendre la voiture la nuit pour courir les gonzesses. Viens ici tout de suite. »
Descends de ta chambre immédiatement, gronda le docteur Helmut von Rosenstein. Le shérif, l'air gêné, regarda ses sbires. Un jeune homme de 16 années apparut. Il dit « Je t'assure, tonton, que je l'ai prise pour faire un tour à 6 heures du soir, la laver et la mettre au garage, avoua l'adolescent. Promets au shérif de ne plus recommencer, ok ?» fit le docteur en fronçant ses sourcils. « Je vous promets, shérif, de ne plus la conduire le soir jusqu'à ce que j'aie ma licence. » Ah, c'était donc lui, lâcha le policier. Bon, ça va pour cette fois, première et dernière fois. Passez-lui donc sa licence et vous n'aurez plus de problème du tout, docteur. Salut, dit le shérif en quittant les lieux. Le docteur eut un soupir de soulagement. Il parla à son neveu, expliquant la raison de sa colère. Tu comprends, Christopher? En cas d'accident, personne ne peut nous défendre. C'est pour ton bien que je t'engueule. Tonton, aide-moi à passer ma licence. D'accord, présente tes papiers, je suis prêt à signer ce qui doit être signé, dit le docteur d'un ton plus amical. Von Rosenstein contacta son abo d'infirmier difforme juste après avoir pris congé de son petit-neveu Christopher. Puis seul, il ouvrit une dalle secrète dans le jardin et se retrouva dans un laboratoire. « Infirmier, nous devons ramener l'androïde et le cacher, lança-t-il. « Bien, Herr Docteur, répondit le petit bonhomme bancal. Von Rosenstein inséra une disquette de format zip contenant un programme et par ce moyen, il contacta la créature par des systèmes rappelant le rayonnement X couplé à une bien curieuse transmission radio atteignant le cerveau du monstre à distance. Des bruits et des sifflements électroniques emplirent la salle secrète et le docteur ordonna dans un micro surgi de cette étrange machine « Frankenstein, viens nous rejoindre discrètement. Tu n'as qu'à suivre la route sans t'arrêter, en tournant à droite à tous les croisements. C'est clair ?»« Bien, maître, se dit l'androïde en lui-même, en ayant perçu l'étrange onde. La créature se mit à marcher dans le jour qui se levait, ses pas résonnaient sous son poids, dans un grand manteau et sous son chapeau. Personne ne se doutait. À un croisement, un grand camion, un truck roulait à tombeau ouvert. L'androïde continua sa route au feu vert, ignorant le danger. Le conducteur freina de toute sa force. Un violent choc se produisit. « Nom de Dieu, je l'ai tué, celui-là » cria le chauffeur terrifié. Le corps était jeté à terre à 50 mètres sur la gauche du goudron. Le chauffeur descendit après avoir informé les secours et la police par radio Citizen Band CB. Le corps se mit à bouger à la grande stupeur du chauffeur de truck et il se releva. « Ouf, grand Dieu, il est vivant » souffla le conducteur et il reprit. « Monsieur, ça va? Je peux vous déposer quelque part ?» demanda le camionneur. L'accidenté continua à marcher, tournant le dos à son interlocuteur. « Monsieur, c'est de votre faute, vous avez marché sur la chaussée au feu vert » expliqua le camionneur. L'étrange être marchait de plus en plus vite, s'éloignant. Il disparut dans le brouillard qui s'est élevé. Le camionneur quitta les lieux, terrorisé. Ça alors, quelle constitution! Il a bousillé la tôle sans la moindre égratignure. Je dois repeindre le camion et refaire la carrosserie avant. C'est un véritable miraculé, se dit le chauffeur en hochant la tête. Après un quart d'heure de marche hâtive, dans la nuit, l'androïde s'engagea dans un quartier malfamé, d'apparence vide et peu éclairé. 4 voyous l'attendaient au fond d'une rue, armés de chaînes et de couteaux à cran d'arrêt. L'un d'eux lui lança ces paroles. « Salut l'artiste, vide ton sac, et au plus vite, donne-moi tout ton fric et les codes de tes cartes de crédit, ok ?» Aïe, l'androïde marchait sans leur prêter attention. « T'as compris, lourdeau, ta carrure ne nous fait pas peur, » dit un second racteur à l'allure de Skynitz. « Maître, ils veulent m'agresser, » se dit la créature intérieurement. « Ah, vraiment? Rentre-leur dedans, Frankenstein. Te laisse pas faire, ma petite créature adorée. Zigouille-les. »« Ne ménagez pas ces forbans, » lui dit le docteur Helmut par contact des interférences de son incroyable machine. Un Hells Angel se rua vers l'androïde. Il poussa vers lui un couteau dans l'estomac. L'androïde esquiva le coup de l'arme blanche, puis il saisit le voyou par le cou et le balança comme une poupée de l'autre côté du trottoir. Déjà une matraque s'abaissait pour atteindre sa clavicule. Un violent choc, l'humanoïde ne réagit pas. Il envoya un terrible coup de poing sur l'agresseur qui fut projeté avec une telle violence qu'il traîna sur le sol comme un vulgaire sac. Il hurla de douleur et s'évanouit.
Les autres bandits agrippèrent Frankenstein. Son chapeau tomba et dévoila sa tête de Maccabée. L'androïde roula sur lui-même au sol et les neutralisa. L'un put se dégager et se sauva. L'autre gémit de douleur, la jambe cassée sous le poids de cette créature. Un violent coup de chaîne s'abattit sur le monstre qui ne broncha pas. Terrorisé, l'agresseur s'enfuit en sortant un pistolet. Il cria « Prends ça, démon !» Les balles ricochaient sur le cou du monstre qui se leva en rigolant, puis ajusta le lancer de la grosse chaîne vers les jambes du fuyard. Il cria « Strike !» et le voyou fut happé par celle-ci. Il s'écrasa au sol, emporté par l'élan de sa fuite et le choc de la chaîne ligotée, gémissant d'atroces douleurs. Dans la nuit, quelques étages plus haut, un vampire assistait à la scène, la tête en bas. La chauve-souris se mit à parler. Quelques instants plus tard, elle prit forme humaine par métamorphose. Le comte de Dracula était témoin de ce qui se passait dans cette rue. Il regarda attentivement la scène et se dit « Von Rosenstein est très fort. Il réussit à ranimer l'androïde. Je vais avoir des problèmes pour conquérir le monde ce siècle aussi. » Puis, rejetant sa cape rouge vers l'arrière, il disparut dans l'obscurité. À ce moment, la Chevrolet sombre s'arrêta à quelques mètres de là. Un petit bonhomme difforme en sortit en tenant un imperméable de grande taille. Il dit « Venez, créature, le maître vous attend. » Le monstre de Frankenstein remit son chapeau et, tel un boxeur, changea de vêtements. Von Rosenstein descendit de l'auto, scrutant les lieux de son regard, épiant le moindre bruit dans ces lieux étranges. « Nous avons suivi la scène, t'es en forme, créature. Je suis fou de joie. À présent, nous devons retrouver notre cousin, Talbot, le loup-garou, pour résoudre l'énigme de la nuit des temps. » En un ricanement, la Chevrolet démarra en trombe vers la villa du docteur, dans ce quartier malfamé et cet immeuble désaffecté. Personne ne savait que la cave abritait un tombeau, celui du comte de Dracula. Le vampire descendit dans l'obscurité où se trouvait l'emplacement d'un ancien cimetière. Les tisons s'allumaient sur les murs par enchantement. Puis il fit trace son corps tel une lueur rougeâtre dans une tombe qui s'entr'ouvrit sous des musiques à vous glacer le sang. Cette pièce du caveau était oubliée du monde depuis 2 siècles, couverte de toiles d'araignée, de moisissures. Un crucifix en argent couvert de poussière témoignait de l'existence d'un cimetière et chassait de la mémoire de ceux qui y pénétraient l'existence de Dracula. Loin de là, l'androïde s'étendit sur une table pour être désactivé. Le docteur Frankenstein le plongea dans un repos absolu et appuyant sur un bouton, il dissimula son corps dans un énorme tiroir comme ceux des morgues. « Infirmier, nous allons bientôt avoir la police sur les bras. Frankenstein n'y est pas allé de main morte. Les Skyneeds ont sûrement trouvé leur compte. »« Oui, maître, dit l'infirmier bossu et difforme. Prenons son courage. » Le docteur Frankenstein s'habilla rapidement, absorba des capsules avec un verre d'eau, des calmants, et se dirigea vers sa Chevrolet à l'allure sombre. Saisissant une canne en bois et ivoire de petite taille qu'il jeta à l'arrière, il démarra dans le jour qui se levait à la recherche de son cousin, le loup-garou Talbot. Évaporé quelque part, le docteur Frankenstein chercha dans les archives médicales de tous les États la possibilité de trouver le loup-garou et son adresse secrète. Alors qu'il était assis dans un pub, 3 hommes vinrent à sa rencontre. « Docteur von Rosenstein ?» demanda l'un d'eux. « Veuillez nous suivre, police » fit l'autre. Le docteur les suivit le plus simplement du monde. « Je suis désolé de vous importuner. Il y a eu des dégâts. Il y a quelque temps, à Farmer by City, des Skyneeds ont porté plainte pour coups et blessures. Nous voulons voir le corps de la victime. L'un d'eux avouait avoir poignardé dans le ventre un homme qui était probablement en votre compagnie, un homme de très forte corpulence, expliqua un certain Clarence de la police fédérale, mis sur l'enquête. Le docteur Helmut fit une moue et dit « Cette personne est partie depuis longtemps. »« Ah, vraiment, docteur? Veuillez nous suivre, je vous prie, » dit un autre policier. Von Rosenstein les suivit sans discuter. « Considérez-vous suspect, docteur, pour la disparition d'une personne inconnue, » lui dit Clarence. Helmut von Rosenstein se disait « Comment passer cette affaire, avouer l'existence de l'androïde caché dans sa villa? Comment pourrait-il donc sauver le secret du monstre de Frankenstein ?»
Von Rosenstein y pensait sans arrêt, emporté dans une voiture de police, et ne se sentait pourtant coupable d'aucun crime, sinon de cacher un être surnaturel ramené à la vie. L'enquête de police commença. Les faits, des coups et blessures donnés et reçus par un groupe de Skynids et un disparu, l'androïde Frankenstein au grand secret de tous. Ce jeudi, une belle matinée, et le docteur Helmut von Rosenstein au banc des accusés, dans un tribunal de la ville américaine de Frankfort, État du Kentucky. Le procureur général lui dit « Accusé, levez-vous, levez votre main droite et dites vos noms et prénoms. Von Rosenstein Helmut, votre profession. Je suis docteur en médecine spatiale, médecin légiste, exobiologiste et nécrologue. Docteur Helmut, nous vous écoutons. Que s'est-il passé? J'exerce depuis très longtemps et ce qui s'est déroulé cette nuit est tout simplement une bagarre dont les seuls responsables sont des voyous. Silence, je vous prie, dit le président de la cour. C'est un racket, une attaque, un vol délibéré avec agression sur la victime qui a disparu et je demande aux accusés de nous raconter les faits en détail, demanda le docteur. Qu'avez-vous à dire, vous trois là-bas, dit le procureur général en désignant les Skydids. Est-ce vrai ou faux, demanda le procureur une seconde fois. Vrai, dire ceci en baissant les yeux. La salle et le jury eurent un mouvement affirmatif. Messieurs, demanda la défense, pourquoi la victime n'a-t-elle donc pas comparu? Un témoin se présenta. C'était un officier de police. Il dit « La victime n'a pas comparu parce qu'elle a tout simplement disparu. Nous avons recherché la victime depuis tout ce temps. Pas la moindre trace, dit l'officier de police Clarence. Avez-vous une idée où serait la victime, docteur von Rosenstein demanda le juge, les yeux douteux, l'air absorbé, ayant subitement peur d'être accusé injustement. Le docteur avoua d'un air franc. Je ne sais pas où elle se trouve. D'après le laboratoire de la police et vu les armes et les coups portés à la victime, l'hypothèse est qu'elle serait morte, dit un avocat de la défense du docteur. Von Rosenstein, l'air pensif, fixa son regard sur le sol. Et ils ne doivent en aucun cas trouver l'androïde. Cela ne serait pas bon. Le monstre de Frankenstein doit demeurer un secret. Sa découverte provoquerait l'instabilité et savoir que l'immortalité existe ferait choir le développement humain sous toutes ses formes, se dit-il. Puis le docteur calme et pondéré s'adressa à l'audience. Monsieur le Président, messieurs les jurés, mesdames, messieurs, je voudrais ajouter que j'ai accompagné une personne, un simple autostoppeur que j'ai laissé sur la route secondaire près du Petit Bois. L'enquête suivant son cours. Vous pouvez déduire de vous-même, inspecteur Clarence, que je ne suis pas d'humeur à avoir commis un crime ce soir-là. Je demande à ce que soit ouverte une seconde enquête sur la disparition de la victime. C'est tout, messieurs. Le juge leva l'audience peu après. Quelques intéressantes dépositions. Le docteur fut remis en liberté. L'affaire continua de soulever quelques vagues polémiques, mais sans fondement. Dans la villa de Frankenstein, l'androïde dormait paisiblement. En réalité, débranché des machines secrètes, il reposait en paix. Quittant sa propriété pour quelque temps, le docteur se lança à la recherche du loup-garou. Sa mystérieuse boussole ne se trompait jamais. Elle indiquait l'Est, peut-être la côte Est des États-Unis. Von Rosenstein prit un ticket de voyage Frankfurt-New York en Boeing 737-400 d'une compagnie privée. Dans la grande métropole de New York, il se mit dans une recherche sans fin du loup-garou Talbot, John Howard Talbot. Mais où en étaient nos astronautes? Nos trois amis marchaient sur les quais de cette surprenante gare. Un écran géant laissa apparaître l'image d'un humanoïde. Celui-ci désigna du doigt nos astronautes. Nos trois amis restèrent immobiles, debout, à contempler l'étrange être aux oreilles de flin. Mortimer, les yeux écarquillés, les sachoirs. Nom de nom, je ne sais quoi, un vrai martien. En plus, il est habillé en uniforme. Son aspect est celui d'une divinité de l'Égypte ancienne, silhouette humaine à tête animale, dit McQueen tout bas. Non, observez ses oreilles, sont celles d'un félin, mais son visage est lisse. Seul le nez s'apparente à l'homme, mais il est très aplati. L'évolution laisse supposer que ces humanoïdes sont le résultat de l'humain ayant subi des mutations anatomiques. Nos oreilles d'Homo sapiens évoluées à l'extrême deviennent pointues, poilues, et les souris évoluant en prédateurs. C'est incroyable, je ne préfère pas y penser. Pourtant, cette thèse est possible, dit Grimson. Soyez sans crainte, terrien, fit un message pareil à une simple publicité. Regardez, il nous explique tout cela en direct. En direct, fit McQueen.
Un petit film passa prouvant l'incroyable théorie. L'évolution spatiale est différente de celle de la planète Terre, expliqua Mortimer. Les oreilles humaines, celles de l'homme se transformant en celles du félin, continua Mortimer Jumpy. Mais l'homme n'est pas un rongeur, fit McQueen, cherchant à s'asseoir. L'image du président Blount apparut sur l'écran. Dans cette étrange gare déserte, le président des États-Unis désigna de son index l'étrange personnage en sa compagnie. « Regardez, ils sont sur Terre aussi, » dit Mortimer, subissant une rapide mutation, ses yeux se fendirent en pupilles de félin. « Brrr, quel regard, Grimson! T'as vu cela de quoi hérisser les poils du plus téméraire d'entre tous ?» continua Mortimer. « Qu'est-ce qu'ils nous veulent au juste ?» dit McQueen. Tout à coup apparut sur les rails un wagon venant du fond de la gare. Le wagonnet au verre fumé s'arrêta à côté d'eux, et les 3 astronautes américains sidérés restèrent immobiles. Une porte coulissante s'ouvrit, et un groupe d'humanoïdes armés descendirent. Ils se mirent à asperger nos 3 astronautes d'une étrange fumée froide. L'un d'eux s'avança portant un casque d'astronaute et une combinaison rappelant l'amiante. Il salua de la main. Mortimer lui dit un « Salut l'ami » en tremblant de peur. Le Martien fit signe aux astronautes américains de le suivre. Ce qu'ils firent sans hésiter. Escortés par la patrouille, aspergés de temps à autre, le groupe descendit dans des escaliers roulants et aboutirent en plein centre d'une cité colossale où les attendait une population extrêmement ordonnée qui ne bougea pas. Des écrans géants surgirent du sol d'où l'on pouvait voir la navette des humains, le Mars Riker sur le sol de Mars. « Où cela va-t-il nous mener » demanda Grimson. « Je n'en sais pas plus que toi, » dit Mortimer en saluant l'américaine. « Que pouvaient donc bien vouloir ces Martiens à nos 3 amis ?» Sous les yeux émerveillés des 3 terriens, un gigantesque vaisseau spatial dégageant une très puissante énergie fit son apparition à l'endroit où s'était ouvert l'immense plafond de la cité. L'engin se posa au-dessus d'eux et des échelles se formèrent sur les bords de ces énormes pattes métalliques. Des humanoïdes descendirent des échelles en cadence. Mortimer en compta plus d'une centaine. Il put discerner la formation d'immenses voûtes de matière inconnue, isolant les lieux de la croûte martienne. L'homme, à sa gauche, au regard de félin, miaula. Mortimer surpris sursauta de frayeur. Grimson éclata de rire, ce qui étonna les Martiens. Mortimer, les yeux écarquillés, s'écroula au sol, pris d'un fou rire incompréhensible. Et pendant que le loufoque personnage se tordait de rire, McQueen cherchait le moyen de retourner à la navette. Le fou rire empêchait Mortimer de parler. Quelquefois, un homme-chat lui lançait d'étranges messages en miaulant, ce qui les faisait rire davantage. Le visage de Jumpy devint rouge. Il se mit à respirer de plus en plus fort, évitant de regarder les êtres à tête de flingue. Tenant son cœur, il essaya de se relever. La voix du président enveloppa l'air. « Chers compatriotes, colonel McQueen, ingénieur Grimson et Mortimer Jumpy, vous avez pu constater que je vous parle de la Terre, de chez moi, à Washington. Et je vous explique que ces êtres ne sont pas les vrais Martiens et ne sont que leurs subordonnés. » Un visage apparut alors à côté du président. Une énorme tête chauve, dont les yeux semblaient noirs et aux toutes petites oreilles. « Bienvenue, terrien, » fit une petite voix au timbre de Gambarde. Mortimer éclata de rire. Ses nerfs avaient effectivement trop supporté en cette mystérieuse journée. Grimson salua le président et dit « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais rentrer à la maison. Il n'y a absolument rien à ramener de ce bled perdu. » « Très juste, astronaute Grimson. Je suis en train de faire l'impossible pour vous ramener, dit celui-ci. Grimson fut soulagé de voir que les Martiens construisaient à présent une rampe de lancement pour le Mars Riker, posé en catastrophe sur les déserts de Mars. Mortimer se leva, il regarda l'écran géant. Les êtres à tête de félin travaillaient inlassablement. « Chiche, on va rentrer chez nous, dit Mortimer. Un véhicule se présenta devant nos amis. Telle une plateforme glissante, l'humanoïde à tête et oreilles de félin les invita à prendre place à son bord. Il démarra alors rapidement, glissant sur une voie électromagnétique. Nos 3 amis s'accrochaient à ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient retenus par un champ de force invisible et des petites poignées fixées devant eux. Jetant un coup d'œil derrière lui, Mortimer s'aperçut que leur combinaison était fixée par des rayons lumineux.
Les trois compères de l'espace se retrouvèrent devant un autre homme-chat. Je sais que vous seriez dans 2 milliards d'années. Je suis ce que vous seriez dans 2 milliards d'années, expliqua la créature. Mortimer mit des lunettes et observant l'être dont les doigts étaient cependant normaux, l'être au trait de félin claqua ses doigts et deux martiens, comme ceux qui étaient près du président, vinrent à côté de lui et se mirent à communiquer en onomatopée et son aigu incompréhensible par l'oreille humaine. Pardon, êtes-vous pour quelque chose dans la construction des pyramides d'Égypte demanda Mortimer pertinent. Je pense aux dieux égyptiens de l'ancienne Égypte. Bastet et Sekhmet, ils avaient des têtes de chat, pensa Mortimer anxieux. L'humanoïde lâcha un rayon de sa droite qui actionna un dispositif ultra perfectionné audiovisuel.